Vous l'entendrez tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Quand sortira-t-on de la confusion qui entoure la prise d'otage du site gazier d'Inanema en Algérie? Ce soir encore, c'est et l'inquiétude qui prévalent, notamment quant au bilan humain. Alors qu'y croire? L'Algérie qui communique le chiffre de près de 650 personnes libérées. Pas de précision sur le nombre de Français concernés. De leur côté, les autorités américaines affirment qu'une partie du groupe terroriste serait toujours retranchée et avec eux, un certain nombre d'otages. Le premier point ce soir avec Claude Sampère. Voici les premières images des otages libérés. Ils sont restés aux mains des terroristes pendant plus de 30 heures avant d'être sauvés par l'armée algérienne. Ils savent tous qu'ils reviennent de loin. À l'heure actuelle, les combats se poursuivent au sein du site gazier. Là, il y a encore un groupe de terroristes qui détient un nombre indéterminé d'otages. Dans l'hôpital d'Inanemas, proche du site gazier, les services d'urgence ont pris en charge les blessés. Voici leur premier témoignage recueilli par la presse algérienne. Tout est arrivé très vite. J'ai du mal à me rappeler. Tout va bien. Merci à l'armée et aux médecins qui se sont occupés de nous. On a eu de la chance, on est vivant, tout va bien. Les otages occidentaux non blessés ont été évacués très vite de la zone à bord de plusieurs bus. Les soldats ont fait un super boulot, très impressionnant. Je suis désolé pour les morts. Nous, on est tellement heureux d'être là. Je suis très soulagé, évidemment. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Vous savez, on ne pouvait rien voir. On est vraiment heureux de pouvoir rentrer à la maison. Je pense à mes collègues qui sont toujours là-bas retenus. Ce soir, on commence à en savoir un peu plus sur l'assaut donné par les forces algériennes. Vers midi hier, les forces spéciales, appuyées par l'armée, s'approchent de la zone d'habitation du site gazier d'Inanemas. C'est là que les terroristes détiennent la majorité des otages occidentaux. Pendant l'assaut, les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. Quelques instants plus tard, la 4e explose. Apparemment, ce sont les terroristes qui auraient actionné leurs propres explosifs. Le bilan est très lourd. Selon des sources islamistes, une trentaine d'otages auraient trouvé la mort à ce moment-là, ainsi que 18 ravisseurs. Un bilan qualifié de fantaisiste par les autorités algériennes. Ce soir, on sait avec certitude que 3 Français sont sortis vivants de cet enfer. Parmi eux, Alexandre Berceau, 32 ans, employé d'une société de restauration, et Muriel Ravet, 46 ans, une infirmière. Tous deux sont restés cachés pendant toute la durée de l'attaque. La télévision algérienne, dans un flash spécial, a rendu hommage à l'armée. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Une télé qui diffuse les images du ministre de l'Énergie qui rend visite aux blessés. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu... ce sont des professionnels. Il n'y a pas eu de panique, il y a un esprit de solidarité extraordinaire. Pour les Algériens, cette opération est un succès. Ce soir, il n'y a toujours pas de bilan officiel et la prise d'otages se poursuit. Alors on vient de le voir, certains otages ont donc été libérés, même si les chiffres demeurent assez approximatifs. On va écouter maintenant d'autres témoignages de rescapés. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, de longues heures d'angoisse. Commentaire signé Stéphanie Pérez. Un huis clos angoissant dont on commence à connaître les détails. Alexandre Berceau, salarié de la société française CIS Catering, en raconte les premières heures. J'ai entendu énormément de coups de feu. L'alarme qui nous dit de rester au lieu où nous sommes était en route. Je ne savais pas si c'était un exercice ou si c'était vrai. Je suis resté caché pendant presque 40 heures. Dans ma chambre. J'étais sous le lit, j'ai mis des planches un peu partout au cas où. J'avais un peu de nourriture, un peu à boire, donc je ne savais pas combien de temps ça allait durer. J'étais complètement isolé pendant ces derniers jours. Ça tirait beaucoup, pas par séquence, ça dépendait. On est en vie. Donc je remercie toutes les forces qui ont permis à nous sortir de là. Stephen McFall, ingénieur irlandais de 36 ans, lui aussi a le sentiment de revenir de loin.
Les ravisseurs l'ont bardé d'explosifs, puis l'ont fait monter dans le 5e véhicule du convoi, celui qui n'a pas été bombardé par l'armée algérienne. C'est à ce moment qu'il a pu s'échapper, comme il l'a raconté par téléphone à sa famille. Les dernières 48 heures ont été un enfer. Un enfer. Mais on est resté fort, très unis. Celui qui l'attend avec le plus d'impatience, c'est son fils Dylan, 13 ans. Je ne peux même pas décrire à quel point je suis heureux. J'ai hâte qu'il revienne, hâte de le voir, de l'entendre au téléphone. Je suis impatient. Je vais juste lui dire que je ne veux pas qu'il retourne là-bas. Je ne le laisserai pas repartir. Des hommes désormais libres qui aujourd'hui n'oublient pas les otages qui sont morts dans l'opération. Pas ou peu d'images du site des informations contradictoires. On va retrouver notre envoyé spécial en Algérie par téléphone. Bonsoir Touria Amar. Touria, qu'il est dur ce soir encore de confirmer ou d'infirmer certaines informations. Oui, il reste très difficile d'avoir des informations précises sur ce qui se passe à l'intérieur du site. Ce que l'on sait, c'est que l'opération de l'armée algérienne est toujours en cours. Et cet après-midi, les preneurs d'otages ont fait part de leurs exigences. Ils demandent d'abord la fin de l'intervention militaire au Mali. Et puis, ils disent être prêts à relâcher des otages américains qu'ils disent détenir en échange de 2 personnes. Cheikh Omar Abdelrahman, détenu aux États-Unis pour avoir commandité un attentat à New York en 1993. Il demande également la libération d'Afia Siddiqui, une Pakistanaise détenue pour tentative d'assassinat de soldats américains en Afghanistan. Ce soir, une trentaine d'étrangers seraient toujours retenus en otage. Un périmètre de sécurité d'une trentaine de kilomètres est toujours en place, alors qu'une 3e nuit se profile sur le complexe gazier de Tigen-Tourine. Touria Amar en direct d'Alger. Merci Touria. Une certitude, et elles sont rares dans ce dossier. Plusieurs pays concernés par cette action terroriste ont fait part de leurs inquiétudes, mais aussi de leur colère face au manque d'informations. C'est le cas aux États-Unis où nous irons dans un instant retrouver Maryse Burgot. C'est le cas également à Londres et à Tokyo. À Paris, le ton est plus diplomatique en direction d'Alger. Jérôme Bonny. Il y a des Japonais parmi les quelques 30 étrangers toujours portés manquants. Et Tokyo se montre très critique à l'égard d'Alger. Il y a encore beaucoup de confusion dans les informations, mais nous recevons des rapports faisant état de victimes. Nous regrettons profondément les opérations menées par les militaires algériens. À Londres, devant la Chambre des communes, David Cameron explique qu'il avait affirmé au Premier ministre algérien la nécessité absolue de préserver la sécurité des otages. J'ai insisté pour que nous et les autres pays concernés soyons consultés avant toute opération. Nous n'avons pas été informés à l'avance. Tonalité différente à Paris, où l'on ménage l'allié algérien. D'abord, ce sont des Algériens qui sont concernés, avec évidemment des Occidentaux. Mais ce sont d'abord les Algériens qui ont connu des dizaines de milliers de morts pendant la guerre civile, dans les années noires, dans les années 90. Et quand on est confronté au terrorisme, quand en plus on le combat ensemble, j'invite à la prudence quant aux commentaires et aux critiques. Tous les yeux des capitales occidentales sont tournés vers In Amenas, mais chaque pays réagit en fonction de ses propres intérêts. Direction maintenant Washington, alors que les ravisseurs se sont adressés aux autorités américaines réclamant d'échanger des otages américains contre 2 personnes aujourd'hui retenues aux États-Unis. Bonsoir Maryse Burgot. Alors quel est ce soir le ton du côté de la diplomatie américaine, Maryse ? Eh bien Laurent, il y a d'abord la parole officielle. Léon Panetta, ministre de la Défense, explique ce soir qu'il est hors de question de négocier quoi que ce soit avec les terroristes. Un discours dur qui va dans le sens des autorités algériennes. Mais il y a aussi ce qui se dit un petit peu plus discrètement. Un diplomate me faisait part ce matin de son sentiment de frustration à l'égard des autorités algériennes et de leur méthode d'intervention. Mais pas question évidemment de le dire publiquement, tant il est crucial dans cette affaire de ne pas se fâcher avec les Algériens. Les Américains sont en fait coincés. Ils ont proposé leur aide avec l'envoi d'une force d'élite spécialisée dans les problèmes d'otages. Mais les Algériens, très soucieux de leur souveraineté, ont décliné l'offre. Voici donc la première puissance américaine quasiment réduite dans ce dossier au rôle de spectatrice. Merci beaucoup Maryse. Tentons maintenant de comprendre l'enjeu de ces sites énergétiques qui sont stratégiques, extrêmement importants pour l'Algérie. C'est d'ailleurs pourquoi on s'interroge sur ce scénario. Comment ces hommes ont-ils pu accéder, pénétrer dans ce site? Retour sur la chronologie de cette affaire avec Clément Le Goff.
Mercredi, il est 5h40 du matin à In Amenas, à 1300 km d'Alger. D'après le récit de certains témoins, c'est l'heure du changement d'équipe sur ce site gazier appartenant à la compagnie pétrolière BP. C'est le moment choisi par un commando d'une trentaine d'hommes pour attaquer l'usine. Une prise d'otage minutieusement préparée. En 4x4 et fortement armés, les islamistes attaquent un bus d'expatriés qui se dirige sous escorte vers le site gazier. Il y a échange de coups de feu, mais l'attaque échoue. Un Britannique et un Algérien sont tués. Le commando s'attaque alors à la base de vie, la zone d'habitation dédiée au personnel. Les assaillants sont habillés en tenue militaire pour tromper les employés et ils semblent très bien connaître les lieux. L'électricité est coupée, une alarme retentit et d'après les témoins, les djihadistes crient qu'ils cherchent des expatriés. Les employés sont alors séparés en plusieurs groupes, d'un côté les Algériens, de l'autre des expatriés américains, japonais ou français. Mercredi vers midi, l'armée algérienne encercle le site. Le groupe islamiste se réclame de Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs historiques d'AQMI, l'homme qui a revendiqué aujourd'hui l'action terroriste. En à peine quelques heures, les assaillants ont pris entièrement le contrôle du site gazier. Dans la zone d'habitation où plus de 60 employés sont présents, les ravisseurs ont même placé des ceintures d'explosifs sur certains otages. Probablement ceux qu'ils tenteront d'exfiltrer. Jeudi matin vers 10h, des déflagrations retentissent. L'armée algérienne vient de donner l'assaut, plus de 24 heures après le début de la prise d'otage. Le site gazier d'In Amenas, des gisements d'hydrocarbures, les cibles potentielles, vous allez le voir, ne manquent pas. La Russie avait connu ce type d'attaque à l'époque de la guerre en Tchétchénie. L'Algérie découvre ce type d'opération contre son trésor économique, les richesses de son sous-sol. Laurent Desbonnets et Jean-Marc Nouknouk. Des installations stoppées par le gouvernement pour limiter les risques d'explosion. Un gazoduc fermé. Le site d'In Amenas ne fonctionne plus depuis plus de 2 jours. En temps normal, il représente 18% des exportations de gaz algérien, plus de 3 milliards d'euros de recettes par an. Un site stratégique que les terroristes n'ont pas visé par hasard et que l'Algérie veut donc défendre à tout prix. S'attaquer à In Amenas, ça veut dire s'attaquer au gaz et donc aux joyaux de la couronne de l'Algérie et donc à l'État algérien et à la Sonatrach qui est sa société d'État. Donc évidemment, il y a un défi qui est lancé à l'État et il a voulu le relever en frappant très fort. Protéger les gisements d'hydrocarbures, c'est en effet vital pour l'État algérien. Le pétrole et le gaz représentent 45% du PIB du pays et plus des 2/3 de son budget. Les richesses naturelles sont ici abondantes, le sous-sol du Sahara en regorge. En bleu sur cette carte, les réserves de gaz. L'Algérie en est le 9e producteur mondial. Elle arrive au 18e rang pour le pétrole. Toutes les grandes compagnies ont donc construit des sites d'extraction au milieu de ce désert. BP, Shell, Total, Statoil. Une présence qui ne devrait pas être remise en cause par la prise d'otage d'In Amenas, car les dépenses de sécurité, même largement revues à la hausse, ne représentent qu'une goutte d'eau dans cet océan d'or noir. Des ressources dont l'Europe ne pourrait pas se passer, l'Algérie est le 3e fournisseur de gaz du continent. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier pour le moment, mais nous y reviendrons bien sûr si nous disposons de nouvelles informations. Autre actualité ce soir, c'est